J'ai vu le film récemment, il y a quelques soirs à peine, et c'était la première fois que je le voyais vraiment. Pendant des décennies, Piper Laurie a choqué le public avec ses mémoires sans concession. Elle a révélé des liaisons avec Ronald Reagan et Mel Gibson. Elle a dévoilé les secrets obscurs d'Hollywood des années 1950. Mais il y avait une vérité qu'elle n'a jamais partagée, quelque chose de si dévastateur qu'elle ne pouvait pas le mettre par écrit. Aujourd'hui, sa famille a confirmé ce que personne ne soupçonnait. La véritable raison de sa disparition d'Hollywood pendant 15 ans n'était pas artistique. Il s'agissait de survie. Et ce qui s'est passé pendant ces années manquantes vous entra. Le 22 janvier 1932, pleine Grande Dépression, Rosetta Jacobs est née dans un appartement exigu d'une chambre au rez-de-chaussée du 2625 Tyler Street à Détroit. Son père, Alfred, vendait des meubles, mais gagnait à peine de quoi joindre les deux bouts. Sa mère, Charlotte, était la fille d'immigrants russes, tandis que les parents d'Alfred venaient de Pologne. La pauvreté n'était pas seulement un problème, c'était leur quotidien. 4 personnes entassées dans une seule pièce, et même les choses simples ressemblaient à du luxe. Rosetta est née à la maison parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se payer un hôpital. L'odeur de la fumée des usines flottait dans la ville. Le bruit des machines remplissait l'air. Le paysage industriel de Détroit est devenu la toile de fond de ses premières années. Lorsque Rosetta avait 5 ans, sa sœur a développé de l'asthme. Les parents ont décidé de la placer dans un sanatorium pour tuberculeux. Ils ont également envoyé Rosetta pour tenir compagnie à sa sœur. L'endroit était un petit bâtiment d'un étage sur seulement 8000 mètres carrés de terrain. Il accueillait environ 24 enfants dans des conditions qu'elle qualifierait plus tard d'épouvantables. Elle y est restée pendant 3 ans, de 1937 à 1940. La nourriture était si mauvaise qu'elle mangeait à peine. Elle est devenue mince et renfermée. Elle écrivait des lettres à ses parents, mais ils ne répondaient jamais. Des années plus tard, elle dira qu'elle se sentait comme un enfant sans mère. Le jour le plus dur de son enfance est arrivé le 22 janvier 1940, le jour de son 8e anniversaire. Ses parents avaient promis de lui rendre visite. Elle a compté les jours. Le jour est arrivé, mais ils ne sont jamais venus. Elle l'a écrit plus tard, disant qu'elle était remplie d'une telle tristesse que cela l'a façonnée pour la vie. 1943, lorsqu'elle était 5e année, quelque chose d'inattendu s'est produit. Pendant un cours, elle a interprété un court monologue comique. C'était censé être une petite chose, mais cela a illuminé la pièce. La jeune fille timide et anxieuse, qui avait à peine parlé pendant des années, a soudainement fait rire ses camarades de classe. L'enseignant de la pièce voisine a entendu parler et a amené sa propre classe pour regarder. Pour la première fois, Rosetta s'est sentie comme quelqu'un. Ses camarades de classe voulaient plus de représentation. Ce moment lui a montré qu'elle pouvait transformer la douleur quelque chose de beau. Elle dira plus tard que ses yeux se sont ouverts cette nuit-là et ne se sont jamais refermés depuis. Ses parents, remarquant à quel point elle était encore timide, l'ont inscrite à des cours d'élocution pour l'aider à parler plus facilement. Ils avaient déménagé à Los Angeles, 1938, et, au milieu des années 1940, elle étudiait avec l'actrice allemande Hermine Sterler, qui lui a appris à être sincère à chaque instant. Elle s'est entraînée pendant 3 ans au laboratoire d'acteurs où elle a rencontré d'autres jeunes talents comme Tony Curtis. Elle s'est rendue compte que sa concentration et son imagination affûtée pendant ces années au sanatorium étaient maintenant des outils qu'elle pouvait utiliser pour jouer la comédie. 1949, à l'âge de 17 ans, elle a auditionné aux Universal Studios. Elle s'est présentée avec 3 minutes de matériel tiré de la pièce de Tennessee Williams « This property is condemned », mais personne ne l'a arrêtée, alors elle a interprété toute la pièce un acte. Un acteur qui regardait a dit que c'était le meilleur travail qu'il ait jamais vu dans cette pièce. Universal lui a offert un contrat de 7 ans, mais ils ont insisté pour qu'elle change de nom. Les dirigeants craignaient que Rosetta Jacobs ne sonne trop juif. Ils l'ont rebaptisée Piper Laurie.
Elle n'aimait pas beaucoup son nom de naissance de toute façon, alors elle a accepté. Bien que des années plus tard, elle admit que le changement lui semblait ridicule. L'équipe de publicité d'Universal a construit une image étrange pour elle. Ils ont affirmé qu'elle gardait sa peau douce, se baignant dans du lait et qu'elle ne mangeait que des pétales de fleurs, des orchidées, des roses et des soucis. Ils ont même mis scène des photos d'elle, train de manger des fleurs dans la cantine du studio. L'idée est venue d'une scène de son premier film, Louisa, où des pétales de soucis étaient jetés dans une salade. Elle a joué le jeu pour les caméras, disant qu'ils n'avaient pas si mauvais goût, mais privée, elle détestait ça. Elle était venue s'en faire de l'art, pas être un gadget publicitaire. Louisa et ses sorties 1950 et l'a associée à Ronald Reagan, alors âgé de 39 ans. Hors écran, ils ont commencé à se fréquenter. Dans son autobiographie, Laurie a révélé qu'elle avait perdu sa virginité avec lui. Reagan était entre deux mariages à l'époque, divorcé de Jane Wyman, 1949, et pas encore marié à Nancy Davis. Leur relation a été courte, mais elle s'est produite juste au moment où Reagan construisait sa carrière vertu d'un nouvel accord de 5 ans et de 5 films. De 1950 à 1955, Laurie a joué dans film après film avec les principaux acteurs d'Universal. Elle a été associée à Tony Curtis dans The Prince Who Was a Thief, No Room for the Groom et Son of Alibaba. Avec Rock Hudson, elle a tourné Has Anybody Seen My Gal et The Golden Blade. Elle a travaillé avec Donald O'Connor dans Francis Goes to the Races et Tyrone Power dans The Mississippi Gambler. Le studio la maintenait tellement occupée qu'elle passait parfois des années sans un jour de congé. 1950, Piper Laurie n'avait que 18 ans lorsqu'elle a joué. Le rôle de la fille de 16 ans de Ronald Reagan dans le film Louisa. Reagan avait 39 ans, fraîchement divorcé de Jane Wyman, et encore à 2 ans de sa rencontre avec Nancy Davis. Il a demandé à la mère de Laurie la permission de la fréquenter. Au début, cela ressemblait à une attention paternelle, mais cela a rapidement changé. Reagan a commencé à flirter, lui disant de l'appeler Ronnie. Lorsqu'il l'a invitée chez lui, elle s'attendait à un rendez-vous glamour. Au lieu de cela, il a cuisiné des hamburgers chez lui. Dans ses mémoires, des décennies plus tard, Laurie a écrit sur ce qui s'est passé ensuite avec des détails qui ont choqué les lecteurs. Elle a dit que Reagan s'était vanté d'avoir été ardent pendant exactement 40 minutes et lui a même dit combien coûtait le préservatif. Quand elle lui a dit qu'elle n'était pas satisfaite, il lui a dit qu'il devait y avoir quelque chose qui n'allait pas chez elle et qu'elle devrait consulter un médecin. Tant que nouvelle starlet d'Universal, Laurie a été entraînée dans la folle scène des fêtes d'Hollywood. Le studio l'a associée à des acteurs principaux comme Tony Curtis et Rock Hudson pour des séances de photos et des événements où elle a vu les images polies des stars s'effondrer une fois les portes fermées. Paul Newman, Roddy McDowell, Jeff Chandler, Audie Murphy, John Gavin, tous rencontrés. Le studio était une machine qui contrôlait les apparences, organisait les relations et décidait qui devait être vu avec qui. 1955, elle avait 23 ans et avait atteint ses limites. Son agent lui a envoyé un autre scénario de western avec ce qu'elle a appelé un rôle stupide. Elle l'a jeté dans la cheminée, a décroché le téléphone et a dit à son agent qu'elle ne le ferait pas. Le contrat d'Universal lui promettait 2000 $ par semaine, mais le rompre signifiait payer une pénalité de 25 000 $ par film pendant 3 ans. Ses parents l'ont supplié de reconsidérer sa décision. Son agent l'a averti qu'elle serait mise sur liste noire. Elle se fichait. Ils ne peuvent pas m'emprisonner, a-t-elle dit. Une semaine plus tard, Universal l'a laissée partir. Elle a quitté Hollywood pour un petit appartement à New York. Le mythe glamour qu'Universal avait vendu a été remplacé par des nuits sur des canapés d'amis et une recherche constante de travail. Elle est passée de 104 000 $ par an à peine à joindre les deux bouts. Mais elle était déterminée à prouver qu'elle était plus qu'une star fabriquée. Sa chance est venue avec la télévision directe pendant son âge d'or. 1955,
Elle a décroché un petit rôle dans Robert Montgomery Presents. Puis, 1958, elle a joué le rôle d'une femme au foyer alcoolique dans le drame Playhouse 90 Days of Wine and Roses. Le producteur Fred Coe a qualifié ces scènes d'ivresse parmi les plus réalistes qu'il ait jamais vues. Elle a obtenu une nomination aux Emmy Awards et a continué à jouer dans The Glass Menagerie, Twelfth Night et Winterset. À New York, elle s'est reconstruite tant qu'actrice à partir de zéro. Elle a abandonné les conseils superficiels du studio et s'est entraînée avec des coachs qui se concentraient sur la vérité et la profondeur. Elle a commencé à se présenter aux auditions avec des cheveux bataille et sans maquillage, habillée pour le personnage, pas pour les caméras. Au moment où elle est revenue au cinéma dans The Hustler 1961, elle était méconnaissable par rapport à la jeune femme des comédies d'Universal. Robert Rossen n'était pas le genre de réalisateur qui jouait la sécurité. 1961, il a mis sa réputation en jeu choisissant Piper Laurie dans The Hustler. À cette époque, elle était pratiquement invisible à Hollywood. Des années plus tôt, elle avait renoncé à un contrat lucratif avec Universal Studios, lassée d'être piégée dans des rôles de films légers et superficiels. Les dirigeants pensaient que Rossen était fou. Après tout, Kim Novak avait déjà refusé le rôle de Sarah Packard, et le nom de Laurie ne criait pas vraiment au box-office. Mais Rossen a vu quelque chose que personne d'autre n'avait vu. Il croyait que ses années sur scène et à la télévision directe, particulier sa performance poignante de 1958 dans Days of Wine and Roses, l'avait transformé. Cette conviction s'accompagnait d'un risque de 2 millions de dollars sur une femme qu'Hollywood avait rayée de la carte. Laurie a traité le rôle avec un sérieux qui ne laissait aucune place aux raccourcis. Elle est allée dans les gares routières Greyhound pour étudier les personnes qui semblaient à peine se sortir. Elle a testé des moyens de rendre la boiterie de Sarah naturelle. D'abord avec un caillou dans sa chaussure, puis avec un talon surélevé avant de se rendre compte que la douleur ruinait sa concentration. Elle a finalement trouvé une façon subtile de déplacer son poids, qui avait l'air réel, mais ne la distrayait pas de son jeu d'actrice. Pour l'alcoolisme de Sarah, elle a étudié le discours et le comportement des femmes, perdues dans la dépendance. Paul Newman la connaissait de ses jours chez Universal, ceux remplis de romances légères et de jolis costumes. Sur le plateau, il a vu une femme différente, intense, engagée et débarrassée de tout vernis de l'ancien Hollywood. Il admirait le chemin qu'elle avait parcouru pour incarner Sarah, allant même jusqu'à dire aux journalistes que sa performance était cristalline et remplie d'une véritable énergie névrotique. Ses éloges publics ont compté. Newman était pleine ascension après Cat on a Hot Tin Roof et The Long Hot Summer, et son respect a aidé l'industrie à voir Laurie sous un nouveau jour. Cette chimie entre eux a fini par approfondir le cœur émotionnel du film. Lorsque les nominations aux Oscars sont arrivées, 1962, son nom figurait sur la liste de la meilleure actrice. Hollywood était stupéfait. Une femme qui s'était éloignée du système était revenue et se tenait aux côtés de ses plus grands noms. Elle a également remporté le New York Film Critics Circle Award, qui avait son propre prestige. Mais il y a eu un étrange rebondissement. Malgré l'acclamation, les offres n'ont pas afflué. Sarah Packard était trop sombre pour que les studios imaginent Laurie dans autre chose. Le triomphe a également servi de rappel de la façon dont l'imagination d'Hollywood pouvait être étroite. Au milieu de tout cela, une histoire différente a commencé. Pendant la tournée de publicité pour The Hustler, Laurie s'est assise avec Joe Morgenstern, un critique de cinéma chargé de l'interviewer. La réunion professionnelle s'est rapidement transformée réunion personnelle. 9 mois plus tard, ils se sont mariés à Long Beach. Cette entrevue avait changé le cours de sa vie. Plus tard cette même année, Laurie et Morgenstern ont complètement quitté Hollywood. Ils ont déménagé dans une ferme à Woodstock, New York, mettant fin à sa carrière cinématographique à seulement 30 ans. Ce n'était pas une pause, c'était une retraite complète qui a duré 15 ans.
Elle s'est tournée vers le théâtre, la télévision et l'activisme, se sentant plus épanouie qu'elle ne l'avait jamais été sous les feux de la rampe des studios. Le déménagement était délibéré. Elle avait assez qu'on lui dise qui être. À Woodstock, elle s'est profondément impliquée dans le mouvement des droits civiques et s'est exprimée contre la guerre du Vietnam. Elle n'a pas seulement prêté son nom à des causes. Elle a marché, organisé et participé à des manifestations. Elle croyait que ce travail comptait plus que tout ce qu'elle pouvait faire à l'écran. Le métier d'actrice n'était plus le centre de sa vie. 1971, elle et Morgenstern ont adopté une fille, Anne Grace. Laurie a embrassé la maternité avec la même intensité qu'elle avait autrefois accordée à ses rôles. Elle a appris à faire du pain, à entretenir des jardins et a même fait publier ses recettes dans le New York Times. C'était bien loin de la jeune actrice qui faisait autrefois les manchettes pour avoir mangé des pétales de fleurs lors de fêtes. Anne est devenue le cœur de son monde. Et lorsque Laurie et Morgenstern ont divorcé 1982, leur fille avait 11 ans. Peu de gens savaient que pendant ces années loin du cinéma, Laurie avait travaillé dans une autre forme d'art, la sculpture. Elle sculptait du marbre et façonnait de l'argile, passant des heures dans son atelier de Woodstock, créant des œuvres dont presque personne à Hollywood ne connaissait l'existence. C'était une vie cachée de créativité, loin des chroniques de potins et des tapis rouges. Puis vint un tournant. Brian De Palma avait besoin de quelqu'un pour jouer Margaret White dans son adaptation de 1976 du premier roman de Stephen King. Il voulait quelqu'un d'inoubliable, quelqu'un de terrifiant. Mais l'actrice qu'il avait tête, Piper Laurie, avait quitté Hollywood depuis 15 ans. Son dernier grand film était The Hustler, 1961. Elle vivait tranquillement à Woodstock, New York, loin des caméras et des studios. Puis, De Palma a appelé. Son argument était suffisamment fort pour la sortir de sa retraite. Mais il y avait un piège. Laurie pensait qu'elle s'inscrivait à une comédie. Elle a lu le scénario comme s'il s'agissait d'une parodie, imaginant de grands rires et un plaisir exagéré. Lorsque le tournage a commencé, elle a apporté cette énergie sur le plateau jusqu'à ce que De Palma la prenne à part. Il lui a dit clairement « Vous allez faire rire si vous faites ci, ça, et pas de la façon dont il le voulait. » Ce moment a tout basculé. Elle a abandonné la comédie. Le rôle est devenu plus sombre, plus dangereux. Pour comprendre Margaret White, elle a construit son monde à partir de symboles religieux. Elle a rempli sa caravane de textes bibliques, y compris une Bible illustrée par Gustave Doré. Elle a lu des ouvrages sur le fondamentalisme et la parentalité obsessionnelle, apprenant comment l'amour pouvait se transformer contrôle. Elle a traité le rôle comme un jeu dangereux, disant qu'il lui donnait la liberté enfantine de jouer la comédie et d'être la méchante sorcière. Mais il n'y avait rien d'enfantin dans le résultat. Elle a trouvé l'humanité à l'intérieur du monstre, et cela l'a rendue encore plus effrayante. Margaret n'était pas mauvaise pour le plaisir. Elle était une mère qui pensait sauver l'âme de sa fille, même si elle détruisait sa vie. Sur le plateau, cette intensité est devenue réelle. Laurie sortait rarement de son personnage. Elle se déplaçait parmi l'équipe avec la certitude tranquille d'une femme convaincue que Dieu observait chacun de ses pas. Une scène particulière a perturbé tout le monde. Margaret est dans la cuisine, train de couper des carottes. Elle continue de poignarder la planche à découper même après que la carotte ait disparu. Son visage est calme, presque paisible. Mais le couteau continue de monter et de descendre. C'était un aperçu de ce qui allait arriver, et cela a rendu l'air sur le plateau plus lourd. Même De Palma a admis qu'il ne pouvait pas voir où Laurie se terminait et où Margaret commençait. Lorsque Carrie est sortie sale le 3 novembre 1976, il n'a pas seulement fonctionné, il a explosé. Réalisé pour 1,8 million de dollars, il a rapporté 33,8 millions de dollars dans le monde entier. Aux États-Unis et au Canada seulement, il a accumulé 14,5 millions de dollars de location au début de 1968. Au cours de ses 19 premiers jours, dans seulement 60 marchés, il avait déjà rapporté plus de 3,8 millions de dollars.
Le film a ramené Laurie au sommet, lui valant une nomination aux Oscars pour la meilleure actrice dans un rôle de soutien. Sissy Spacek a également reçu une nomination pour la meilleure actrice. Pour un film d'horreur, c'était presque du jamais vu. Les critiques ont qualifié la performance de Laurie de révolutionnaire. Elle a prouvé que l'horreur pouvait être prise au sérieux, et elle n'a pas seulement joué une méchante, elle a changé ce qu'une méchante pouvait être. Margaret White n'était pas un monstre d'un autre monde. Elle était mince, usée, presque fragile, une femme consumée par sa propre foi. Sa terreur venait du fait d'être crédible. C'est pourquoi elle est restée dans l'esprit des gens. L'American Film Institute a classé Carrie parmi les plus grandes sensations fortes de l'histoire du cinéma. Bravo a placé la confrontation culminante du film au numéro 8 de sa liste des moments les plus effrayants du cinéma. 2022, la Bibliothèque du Congrès a ajouté Carrie au registre national du film. Puis, il y a eu ces confessions qui ont incité les lecteurs à s'arrêter et à relire. Piper Laurie a admis avoir eu une aventure d'un soir avec Mel Gibson pendant le tournage de Tim 1979. À l'époque, il n'avait que 23 ans, un acteur australien au visage frais qui faisait son premier film américain. Elle avait 47 ans, le double de son âge, était déjà une star respectée et était mariée au critique de cinéma Joe Morgenstern. Gibson a suivi son exemple attentivement sur le plateau. Ce qui a commencé comme une relation de travail a franchi une ligne qui, pour Laurie, était à la fois excitante et dangereuse. C'était plus qu'un écart d'âge, c'était un acte de trahison au milieu d'un mariage de 20 ans. Et elle a écrit à ce sujet sans adoucir les angles, déterminée à raconter son histoire exactement comme elle s'était déroulée. Mais Gibson n'était pas le seul homme dans son passé. Laurie a également révélé une liaison amoureuse qui s'est étendue sur des décennies avec le réalisateur John Frankenheimer. Elle l'a vu pour la première fois alors qu'elle sortait avec Jane Nelson, et le regarder travailler était comme regarder un orage dirigé par un musicien. Son énergie et son intelligence l'ont attiré. Leur romance a commencé lorsqu'il l'a dirigée dans The Ninth Day pour Playhouse 90. La connexion était profonde et ardente, se tissant dans sa vie et sortant pendant des années, même pendant son mariage avec Morgenstern. Il lui a donné l'étincelle artistique qui lui manquait souvent dans les rôles prévisibles d'Hollywood, et elle n'a cessé de revenir vers lui. Son livre n'a pas hésité à aborder ses vérités les plus sombres. Elle a écrit sur sa vie avec ce qu'elle appelait une anxiété pathologique, une condition qui a assombri sa carrière dès le début. À seulement 17 ans, elle était enfermée dans un contrat avec Universal Studios, gagnant 2000 $ par semaine, mais luttant contre une timidité paralysante. Ses parents ont organisé des cours d'élocution hebdomadaires pour lutter contre son introversion. Pourtant, la pression n'a fait qu'augmenter. Parfois, elle sentait qu'elle ne pouvait même pas trouver sa propre voix. 1955, elle a renoncé à son contrat. Elle voulait une vie qui lui paraisse réelle, même si cela signifiait tout risquer. Laurie a également ôté le vernis de l'âge d'or d'Hollywood. Elle l'a décrit comme un bordel surpeuplé où les femmes étaient traitées comme des produits avec une date d'expiration. Son souvenir le plus obsédant est d'avoir perdu sa virginité avec Ronald Reagan pendant le tournage de Louisa 1950. Elle était encore adolescente. Il avait près de 40 ans, était marié et jouait son père dans le film. Le studio se fichait. Il contrôlait son image avec des coups publicitaires bizarres, la faisant même prétendre qu'elle ne mangeait que des fleurs pour des interviews. C'était la réalité pour les jeunes actrices, remplaçables, gérées et réduites au silence. Des années plus tard, David Lynch est venu frapper à sa porte. Il la regardait depuis des années et la voulait pour Twin Peaks. Il avait besoin de quelqu'un qui puisse mélanger l'humour et l'obscurité. Quelqu'un qui puisse rendre un personnage à la fois absurde et dangereux. Il a écrit Catherine Martel avec quelle tête? Et elle a dit oui, sans hésitation. Lynch lui a également donné l'un des défis d'actrice les plus étranges de sa vie. Revenir à la série déguisée. Homme d'affaires japonais nommé Fumio Yamaguchi.
La transformation a nécessité 4 heures de prothèse dans un lieu secret à partir de 3 heures du matin. Lynch avait même fait écrire une fausse biographie affirmant que Fumio était une star japonaise qui avait travaillé avec Kurosawa. Personne ne connaissait la vérité. Certains membres de l'équipe pensaient qu'Isabella Rossellini était sous le maquillage. Même sa sœur croyait qu'elle avait été renvoyée. Le pari a porté ses fruits. 1981, à l'âge de 58 ans, elle a remporté son premier Golden Globe pour Twin Peaks. Elle avait déjà été nominée pour Carrie, Les oiseaux se cachent pour mourir et Promesse. Mais c'est cette victoire qui comptait le plus. Elle a reconnu à la fois Catherine Martel et le déguisement scandaleux de Fumio, preuve de son éventail et de son intrépidité. Twin Peaks l'a transformée une icône culte pour une nouvelle génération. Les les téléspectateurs qui n'avaient jamais vu ces films plus anciens, sont devenus des fans dévoués. Le mélange surréaliste de charme de petite ville et d'obscurité cachée de la série a rendu son personnage inoubliable. Des décennies plus tard, elle a encore dit à Lynch qu'elle reviendrait volontiers. Elle a adoré chaque minute étrange. Travailler avec Lynch ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait connu. Il pensait comme un peintre, toujours à la recherche d'une ambiance visuelle avant de se soucier du scénario. Il aimait les accidents, comme lorsque le reflet d'un décorateur dans un miroir a donné naissance au personnage de Killer Bob. Il gardait des secrets à sa propre distribution pour accentuer le mystère. La célèbre séquence de la pièce rouge lui est venue alors qu'il s'appuyait sur le toit d'une voiture à 18h30. C'est ainsi qu'il travaillait, faisant confiance à l'inspiration soudaine et invitant le chaos dans le processus. Laurie s'y est épanouie. Elle avait passé sa vie dans une industrie qui essayait de la contrôler. Avec Lynch, les règles n'avaient pas ça d'importance. Et pour une fois, cette liberté lui a donné l'impression d'être vraiment vivante. Au cours de sa dernière année à l'écran, Piper Laurie a prouvé qu'elle n'avait aucun intérêt à se reposer sur sa gloire. À 86 ans, elle a assumé 2 rôles qui ne pouvaient pas être plus différents, mais qui portaient le même poids de vérité. Dans White Boy Rick, elle était Grandma Vera Warrers, l'épine dorsale inébranlable d'une famille prise dans une histoire de crime tirée des manchettes. Il suivait Richard Wersch Jr., qui, à 14 ans, est devenu le plus jeune informateur du FBI dans les années 1980. Le film est apparu pour la première fois devant le public au Telluride Film Festival le 31 août 2018, puis s'est répandu à l'échelle nationale le 14 septembre. La même année, elle a joué Rose Muller dans Snapshot, un drame intime et silencieux réalisé par Mélanie Mayron. Les 2 rôles étaient dépouillés de glamour et riches humanités, le genre de travail qui comptait pour elle bien plus que les chiffres du box-office. Au moment où le générique a défilé sur sa carrière de 68 ans, qui a commencé 1950 et s'est terminée 2018, elle avait accumulé 144 crédits d'actrice. Ses choix finaux ont clairement indiqué qu'elle valorisait avant tout la narration. Ces dernières années ont été marquées par un lent déclin. Marianne Rosenberg, son agent, a déclaré plus tard qu'elle n'allait pas bien depuis un certain temps avant son décès à son domicile de Los Angeles, le samedi matin 14 octobre 2023. Elle avait 91 ans. La nature de sa maladie n'a jamais été rendue publique et ce secret était tout à fait conforme à son caractère. Née Rosetta Jacobs le 22 janvier 1932 à Détroit, elle avait vu Hollywood évoluer du faste des années 50 au paysage numérique d'aujourd'hui. Même si sa santé s'est affaiblie, elle a conservé son indépendance et sa vie privée, les mêmes traits qui ont façonné sa carrière. Ces derniers mois ont été passés dans la ville où elle a bâti son héritage, entourée des personnes qu'elle aimait. Sa mort a clos le livre sur l'un des derniers liens vivants avec l'âge d'or. Lorsque Rosenberg a confirmé la nouvelle, elle l'a gardée aussi simple que Laurie l'aurait souhaité. Elle est essentiellement décédée de vieillesse, a-t-elle déclaré au magazine People le même jour. Il n'y avait aucun mystère, aucune tournure dramatique, juste la fin naturelle d'une longue vie. Elle a qualifié Laurie de talent extraordinaire et d'être humain superbe, l'un des grands talents de notre époque.
C'était un adieu ancré dans le respect et l'honnêteté, le genre qui ne laisse aucune place au commérage. La réaction de l'industrie a montré à quel point elle était admirée. Marlee Matlin s'est souvenu d'elle, comme de sa première mère à l'écran, et a loué son esprit gentil et doux et son talent féroce. Kyle MacLachlan a parlé de son professionnalisme et de sa présence unique pendant leur séjour à Twin Peaks. Beaucoup ont fait écho à la même vérité. Elle avait une façon de relever chaque projet qu'elle touchait, non pas avec son ego, mais avec un dévouement tranquille au travail. Les prix et les nominations racontent une partie de l'histoire, mais le véritable héritage est la façon dont elle a encadré les jeunes acteurs et les a inspirés à choisir l'art plutôt que la gloire facile. Même dans ses derniers seuls rôles, Piper Laurie a rappelé à tous que le métier comptait plus que les projecteurs.